une production Binge Audio. Écrire des lettres, consulter une carte pour connaître sa route, chercher des informations, ça a toujours existé. Mais imprimer une photo de vacances, écrire un mot dessus et l'envoyer par la poste, est-ce que c'est la même chose qu'envoyer la photo avec un mot en quasi instantané, en la confiant à un service en ligne et donc à une entreprise qui en gardera une copie? Demander à un être humain d'exécuter une tâche ou de répondre à une question, est-ce que c'est la même chose que le demander à une machine ou à un moteur de recherche? On va se poser la question non pas au niveau social, mais au niveau linguistique. Bienvenue dans ce deuxième volet de Parler comme jamais sur le langage numérique. Dans le premier volet, on s'était demandé si les machines pouvaient parler. Dans ce deuxième volet, on retourne la question. Comment nous, humains, on s'adapte aux machines et aux technologies? Quand on passe par des machines pour communiquer, qu'est-ce que ça change à notre manière de communiquer? Les machines modifient-elles nos pratiques langagières? Pour en parler, on retrouve nos invités du premier volet, les linguistes Martine Adadeker, Jos Raglis et Maria Candea. Parler comme jamais, le langage numérique volet 2 en pratique, c'est maintenant. On voit souvent la machine comme un outil, un moyen qu'on utilise pour communiquer. Ce que des chercheuses comme Jos Raglis étudient, c'est la manière dont l'outil ne sert pas juste à médier la communication, mais transforme la communication, la construit avec nous. Yosra nous explique ce changement de point de vue sur le rôle des machines. À un moment, quand on a commencé, les linguistes, je parle surtout des années 90, les analystes de discours, je veux dire, quand ils ont commencé à travailler sur les mails, les SMS et les forums et tout ça, on a commencé à parler de DEM, donc c'est le discours électroniquement médié. Et donc pour nous, il y avait cette posture qui était que nous, humains, on utilisait l'ordinateur ou le téléphone comme un médium, comme un outil pour communiquer. Donc en gros, il y avait deux cerveaux humains qui communiquaient et le téléphone, il était un simple outil. Et finalement, tu t'es rendu compte que non. En fait, pas du tout. Et du coup, je fais plutôt partie des linguistes post-dualistes, comme Marianne Pavot, qui, elle dit, en fait, on est dans une technologie discursive. C'est qu'en fait, notre discours, le discours en ligne, il est co-créé avec l'interface. En fait, c'est que l'interface, elle nous guide, oriente notre comportement langagier. Elle est, en fait... Tu veux dire qu'elle nous guide, oriente sans le dicter complètement? Parce que de fait, on peut subvertir où on peut avoir un comportement qui n'est pas exactement celui qui est prévu. Alors, mais on a des limites aussi. C'est ça, on a des limites, on ne peut pas inventer tout et n'importe quoi. C'est ça. Mais on peut essayer de... C'est pas juste l'outil est prévu pour ça, il est utilisé comme ça. Est-ce que c'est pas un problème général? En fait, moi, je pense qu'on a des compétences langagières et la manière de l'exprimer dépend du médium, justement, qu'on utilise. Quand on a toutes ces capacités de production orale, on parle comme on parle. Après, il y a des gens qui ont des problèmes de santé qui peuvent parler encore un peu, mais ça va modifier leur manière de parler. Comme on a des stylos, du papier, on écrit parce qu'on a un stylo papier. Si on devait le faire avec taillé dans la pierre, on ferait beaucoup moins. Et plus ça donne des possibilités, plus on devient créatif parce qu'on a envie d'être créatif. Si c'est trop dur, on va se restreindre, on va faire des abréviations. C'est vraiment pour moi la compétence langagière, elle s'exprime à travers un médium et on essaye d'exploiter toutes les capacités du médium pour satisfaire... C'est ça. On se demande ce qui est spécifique au numérique. Il y a toujours des petites choses pour chaque interface, mais quelque part, quand on envoie une carte postale, on fait la même chose. On peut écrire partout, surtout y compris sur le recto, sur le verso. Des fois, on le fait ça. Des fois, on écrit juste 2 mots et puis du coup, on écrit en gros pour que ça se voit pas qu'on n'a rien à dire. Bonnes vacances, bisous. On le fait avec tout. Et voilà, donc forcément, avec le numérique, ça prendra d'autres formes, mais on fera ce qu'on a toujours fait. J'ai demandé à mes invités des exemples concrets de modification de nos pratiques à cause ou avec les machines. Comment on modifie notre manière de parler, notre pratique quand on parle justement à un outil comme Siri?
Alors moi, c'était juste à titre anecdotique, hein, c'est de voir que, en fait, on emprunte la voix d'une machine. En fait, c'était ça. Qu'est-ce que c'est avoir la voix d'une machine ? En fait, il n'y a pas vraiment les liaisons, la rapidité. On fait attention au débit, on fait attention, on essaie de bien articuler pour que la machine arrive à bien comprendre. Et donc, moi, c'était ça. En fait, je l'ai remarqué parce que moi, je n'utilise pas du tout les assistants vocaux, mais je l'ai remarqué. Chez des amis qui font ça, et c'était très drôle parce que je leur disais, vous croyez parler à des machines, mais en fait c'est vous mettez à parler comme une machine, donc c'était un peu... C'est pas la machine qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à la machine. Mais c'est même pas sûr que ce soit bon pour la machine de hyper articuler, elle n'est pas entraînée pour ça. Mais de fait on imite peut-être aussi. On a toujours tendance à imiter, donc vu que la machine nous répond comme ça... Non, je pense que c'est un réflexe. Quand on a l'impression que la personne à qui on parle ne comprend pas, on se met à hyper-articuler. C'est naturel de faire ça. Et à parler plus fort aussi. Oui, plus fort, oui, c'est ça. Une personne qui a des difficultés pour comprendre, ou un étranger, ou un enfant, on fait plus attention, on ralentit, on fait plus fort. Et on fait ça avec la machine, alors que pour les machines qui sont entraînées avec des données vraiment conversationnelles normales, et ça va pas améliorer. Au contraire, ça va... Enfin, ça dépend comment c'est appris. Moi, j'ai pas de machine comme ça, mais des fois, je sais comme je m'énerve sur mon répondeur, genre supprimer. On n'a pas compris au bout de la 3e, 4e fois, ça rend fou ça aussi. Et est-ce que tu peux nous donner, ou vous pouvez nous donner d'autres exemples d'adaptation ? Comment est-ce qu'on s'adapte à ce que nous proposent les machines ? Et comment est-ce que ça modifie nos pratiques ? Toi, tu parlais des... Alors, on dit des GIFs ou des GIFs ? Je crois qu'il y a les deux. Moi, ah bah oui, le linguiste va forcément nous dire qu'il y a une variante, pardon. J'ai posé une question tellement normative. Alors, par exemple, Maria, tu disais qu'on s'adapte à des moments aux GIFs qui sont suggérés. Et donc, on pioche dans un choix qui est déjà restreint. Tu pensais à d'autres exemples, à l'autocorrect aussi Oui, on interagit avec n'importe quelle interface. En fait, on fait ce qu'on a toujours fait depuis le début de l'humanité. Quand on a un papier qui est trop jaune, on va choisir une autre couleur pour écrire. On s'adapte à tout. Et je pense que Yosra a beaucoup travaillé là-dessus, justement, sur WhatsApp en particulier. Mais on fait ça avec absolument tout dans notre vie, de s'adapter aux circonstances, y compris matérielles, et d'adapter la communication par rapport aux ressources qu'on a, en fait. Oui, absolument. Alors, pour les interfaces, les espaces numériques, moi, je les appelle, c'est vraiment des espaces qu'on habite avec nos pratiques sociales et personnelles. Et du coup... en fait, c'est le simple fait qu'on n'a pas le même comportement langagier dans un mail que sur Twitter ou sur Facebook. On ne va pas parler de la même manière, on ne va pas avoir le même ethos quand on a un statut public ou quand on est en train d'écrire un message privé à quelqu'un de proche. Et donc, rien que cette modification de posture, elle est pour moi de l'ordre de l'adaptation. Donc, on est en train de faire... on essaie de s'adapter avec la politique du système, de l'interface plutôt avec laquelle on est en train de communiquer. Et en ce qui concerne, par exemple, WhatsApp, comme mon travail, c'est plutôt les conversations. Parce que que ce soit WhatsApp ou autre, j'ai essayé de travailler sur WhatsApp, Viber et Messenger pour voir un petit peu une même activité, comment elle est déployée dans différents espaces. Et ce qui m'intéressait, c'était... parce que j'ai travaillé au début, j'ai travaillé sur les SMS. Et les SMS, à la base, c'était conçu pour qu'on puisse communiquer une information sur 180 ou 160, je ne sais plus, caractères. Et donc, c'était pour échanger une information pratique. Donc, en gros, au lieu de taper, je ne sais pas, 1 heure de téléphone, il fallait vraiment envoyer une information utile, pratique, à notre destinataire. Sauf que quand on a fait l'analyse des SMS, en fait, on a fait un gros corpus avec le projet Sud for Science à Montpellier, qui était un projet international. Enfin, il y en avait partout des collectes. Et en fait, on a réalisé que les gens, dans les SMS, il y avait très peu d'échanges d'informations pratiques et utiles. Les SMS, c'était plutôt « Coucou, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu fais ? Je m'ennuie, je regarde la télé. » Et en fait, on a réalisé qu'en fait, ce qu'on faisait avec les SMS, qu'on a continué donc par la suite avec les applications mobiles, WhatsApp ou autres, en fait, c'était une simple ce que Robin Dunbar appelle le grooming verbal.
Le grooming verbal, c'est vraiment, on tisse les liens sociaux, on est en train de créer, de consolider nos relations sociales. En fait, on parle pour ne rien dire, dans le sens, voilà. Et c'est très, très utile pour nous, humains. Ça maintient, en tout cas, le lien avec autrui, ça libère de l'endorphine, ça, voilà, à différents niveaux. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'était que nos SMS et nos conversations par Messenger avaient pour principal but de garder le lien fatigue. Oui, donc au fait, au départ, les SMS a été conçus pour envoyer des informations importantes, pour remplacer les télégrammes, par exemple. Et finalement, ça a été utilisé d'une autre manière. Exactement. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est, en tout cas moi, ce que j'ai pu observer, c'était les gens se textotaient, surtout quand ils étaient oh là là, je suis dans la salle d'attente, j'en ai marre, oh, je suis dans un train. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment la même activité que les primates. Hein. C'est que, en fait, eux, ils sont en train de s'épouiller en faisant autre chose. Et nous, on est en train de vivre dans une, je sais pas, on est dans une salle d'attente, on est dans le métro, on est voilà, et on essaye de faire deux activités en même temps. En fait, on gagne du temps, donc on est aussi bien avec autrui, mais en même temps, on est en train de, je sais pas, répondre à un client. Et donc, c'était intéressant de voir... Je pourrais faire une pub choc et anxiogène pour le podcast en disant une linguiste nous explique en quoi WhatsApp ou les SMS nous transforment en primates. Ça devrait bien marcher, ça. J'ai proposé ça à Marianne, je pense. C'est sûr. Ou bien, que faites-vous pendant que vous écoutez notre podcast? Est-ce que vous épouillez ou est-ce que vous envoyez des SMS? Les SMS, ça devait servir à envoyer des messages importants, et finalement ça sert surtout à ce qu'on appelle le contact fatigue. Les anglophones disent le small talk, c'est-à-dire les petits mots, les petits échanges qui ne servent pas à donner des informations, mais à maintenir le lien avec notre interlocuteur. Ce qu'on remarque souvent avec le numérique, c'est que l'interface propose un service, mais que les interlocuteurs vont subvertir en quelque sorte ce service. Et là on peut convoquer la notion d'affordance que Yosraglis nous explique. Ah oui, la notion d'affordance, c'est quand l'objet, il va afforder, et donc en anglais afforder, c'est suggérer un comportement. Ou donc la bouteille d'eau, je vais boire, la chaise, je vais m'asseoir, et en fait c'est plus ça. Et les systèmes numériques, ils ont, donc il y a l'affordance primaire et l'affordance secondaire, mais bon ça c'est, j'envoie l'article de Catherine Ruchamp paru en 2019, qui explique ça. Et c'est que en fait, on a les affordances primaires, c'est qu'on a sur Twitter un espace qui nous dit racontez-nous, je sais pas quelle est la phrase type. Je sais plus, c'était quoi comment allez-vous aujourd'hui? Non, ça c'est Facebook, je crois. Ah ouais, non, il y a un truc sur le monde là. Exprimez-vous, non? Je sais plus. En fait, voilà, il y a vraiment une indication qui, voilà, pour tweeter, pour retweeter, donc c'est des signes iconographiques ou verbal, mais après il y a aussi des affordances donc secondaires qu'on va plutôt donc ce sera plutôt dans un autre niveau. Mais moi j'ai une hypothèse. Attends, je voudrais juste bien expliquer. L'affordance primaire, c'est quand l'outil, par exemple Twitter, nous suggère écrire un tweet genre en 180 caractères, et l'affordance secondaire, ce serait dire ce qu'on peut faire au-delà de cette suggestion, la détournant un petit peu, par exemple en faisant un fil. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et d'où après, donc Twitter, il a modifié son paramétrage et il a créé vraiment l'outil Thread. D'accord. À la base, c'était. Au départ, on nous propose juste un tweet, j'explique aussi pour s'il y a des personnes qui ne connaissent pas bien, un tweet en 180 caractères. Les gens ont essayé de jouer avec ces contraintes-là en faisant plusieurs tweets, les uns à la suite des autres, pour justement faire un discours plus long. Et Twitter a rebondi dessus en proposant un outil dédié à ça. D'accord. Et à chaque fois qu'on a une limite, on essaie de jouer avec cette limite. Mais justement. On aurait pu aussi, des fois c'est fait, de prendre en photo un texte un peu plus long et Tout à fait, c'est fait. C'est le hack. Voilà. Ouais, justement. C'est donc et voilà, chaque outil en fait donne des limites, donne des propositions. On utilise les emojis parce qu'on les a aussi. Sinon on aurait fait autrement. Et en même temps, des fois, justement, c'est le fait que là, ça paraît un peu contraint parce qu'on pioche dans quelque chose. Et en même temps, on a aussi les émoticônes qu'on crée pour le coup. Et là, on peut en créer. Il y a des exemples d'inventivité qui sont fabuleux. Moi, j'ai vu le bonhomme tellement en colère qu'il a renversé une table. C'est quand même génial comme émoticône très très long et puis assez expressif. Moi, maintenant, je l'emploie. Les utilisatrices et utilisateurs font évoluer les interfaces et les interfaces suivent cette évolution. Yosraglis nous donne l'exemple de WhatsApp.
Moi qui travaille sur WhatsApp, et bien en fait, j'ai pu observer vraiment l'évolution de cette application qui était à la base, c'était juste 2 ingénieurs qui voulaient créer une application qui ressemblait à des SMS. Et donc, c'était une manière de s'envoyer des SMS gratuitement parce que c'était des 2 ingénieurs étrangers. Et là, quand on voit WhatsApp aujourd'hui, c'est une plateforme à partir de laquelle on peut déjà s'envoyer des messages vocaux, à partir de laquelle on peut faire une conversation par vidéo avec plusieurs personnes. Et je sais que l'année dernière, c'était en 2020, voilà, que WhatsApp, elle a intégré cette nouvelle option qui était on pouvait donc communiquer par vidéo, mais en groupe. Et c'est là où naît le mot WhatsApp Héros. Et parce que les gens, avec le confinement, donc à défaut de pouvoir sortir et faire apéro ensemble, donc ils se donnaient des rendez-vous. Il y avait en plus Le Monde, je crois, il a enquêté sur ça, parce qu'il y avait des bars, vraiment des habitués de bars, qui se retrouvaient quotidiennement avec des groupes WhatsApp pour papoter, discuter de tout et de rien. Et c'est là où on voit que vraiment les interfaces, généralement c'est les industries numériques, ils sont toujours en train de répondre à des besoins, suivre un petit peu l'évolution des pratiques et des désirs de la société et des gens. Voilà. Prenons d'autres exemples. Regardez, par lettre et même par SMS ou mail, on ne savait pas si l'interlocuteur ou l'interlocutrice avait reçu notre message. Du coup, WhatsApp ou Twitter ont résolu ce problème en indiquant « vu ». Une solution ? Oui, parce qu'on n'avait plus besoin de demander « as-tu bien reçu mon message ?» ou de dire « je l'ai bien reçu ». Mais une solution ambiguë, parce qu'on ne pouvait plus se consoler si on n'avait pas de réponse en se disant que peut-être le message n'avait pas été reçu. Et on ne pouvait plus mentir en disant qu'on ne l'avait pas reçu et gagner du temps. Si on emploie les termes du sociologue et linguiste Erving Goffman, on peut dire que le fait de ne pas répondre devient une menace pour ce qu'on appelle la face, c'est-à-dire la valeur sociale d'une personne, l'image qu'une personne donne d'elle-même dans une situation donnée. La face de la personne qui sait que vous ne répondez pas est menacée parce que la personne aura peur de donner une image de quelqu'un qui ne compte pas, qu'on peut ignorer. Mais le problème, si on menace la face de l'autre, c'est de voir notre propre face menacée en échange. Et donc, cela incite à avoir comme stratégie le fait de ne pas ouvrir le message, pour ne pas donner le signal vu et protéger la face de l'autre. Finalement, il y a une double interaction. Une interaction entre humains et une interaction avec l'outil. Il y a aussi une double utilisation. Une utilisation standard pour l'usage prévu, faire savoir si ça a été lu, mais aussi une utilisation subversive, ne pas laisser savoir qu'on a vu. Et vous savez quoi ? Les interfaces se sont adaptées à cette utilisation subversive en proposant maintenant une option marquée comme non lu, même si vous avez lu. Chaque nouvelle fonction va ouvrir de nouveaux usages, de nouveaux besoins, de nouvelles adaptations, c'est sans fin. On voit que malgré les machines, les échanges numériques peuvent être tout aussi complexes que les échanges traditionnels. Dans un de mes cours, une étudiante a rapproché ce « vu » sans réponse d'un texte de Barthes sur l'attente de l'autre, l'attente d'un signe, dans Fragment d'un discours amoureux. « Suis-je amoureux ? Oui, puisque je l'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. » Fin de la citation. Mais vous pensez vraiment qu'on peut toujours jouer avec ces limites ? Est-ce qu'il y a certaines limites, pour le coup, qui sont non dépassables ? Je sais pas, moi je trouve que la limite, elle est toujours créatrice. Ça a commencé par exemple avec les SMS, quand on a créé une limite de nombre de caractères, et donc ça a fait naître ce qu'on appelait l'écrit SMS. Donc c'est quoi de neuf, avec un 9 en chiffres. Et je trouve que, en tant qu'être humain, on transgresse, on a ce côté créatif qui est toujours là. Donc après, je sais pas si c'est... Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, tout à fait. Oui, les contraintes nous obligent d'être créatifs. Et c'est le propre de l'activité humaine, d'être créatif, d'inventer des choses. En tout cas... Donc vous faites confiance en la capacité de l'humain de toujours interroger ses contraintes et de jamais s'y plier complètement et d'être limité. Moi, après, j'ai une vision d'un futur où on parle la machine qui répond et ça nous arrange. Et on ne lit même plus, on n'écrit même plus, et on ne sait pas ce que la machine comprend, mais elle répond quelque chose. On se dit, si elle dit ça, pourquoi pas ? Et
on se fait complètement... Enfin bon, ça c'est une vision inquiétante. Oui, donc je comprenais pas le lien entre les deux, parce que tu nous dis que tu as confiance en la capacité des humains à c'est pour contrebalancer ma confiance. Donc tu as les deux, au fait. Parce que j'ai toujours plusieurs options. Donc, oui, parce que c'est aussi une vision... c'est le succès de la série Black Mirror qui, par exemple, nous peint souvent des dystopies, notamment à cause du numérique, à cause des outils technologiques. Et à des moments, on a l'impression d'arriver à Black Mirror sur pas mal de points quand même. Donc il y a quand même des aspects inquiétants qui sont réels. Le danger est toujours là, mais on peut se dire qu'à chaque fois, on va essayer de réagir à ce type. Parce que l'écrit, quand même, ça a une vertu énorme, c'est que ça se partage entre humains. Bon, après, on peut dire l'oral aussi, mais l'oral, c'est déjà plus flou. L'écrit, après, on peut aussi dire qu'on interprète l'écrit de manière différente. Mais on a l'habitude, comment fonctionne l'école encore maintenant. On apprend à écrire, on apprend à lire. On a quand même le cerveau qui est éduqué d'une certaine manière pour qu'on arrive à des consensus entre humains. Par contre, si c'est maintenant les machines qui enregistrent tout et on demande à la machine, elle nous répond, on ne sait pas ce qu'elle représente, elle génère un message qui fait à peu près du sens. Si on va trop là-dedans et si on perd un peu, parce que ce qu'on voit arriver, c'est que les enfants, dans certains pays, n'apprennent plus à écrire avec un stylo, qui est quand même peut-être une pratique pas inutile, même si c'est difficile. Enfin, si on continue dans cette voie-là, ça peut devenir inquiétant. Donc, moi, je plaide quand même pour une bonne pratique de l'école avec un stylo et de l'écrit et de la lecture. Utiliser les machines sans leur faire trop confiance. Au début de cet épisode, on s'est demandé comment nous, humains, on s'adapte aux machines et aux technologies. Non seulement on s'adapte sans cesse, mais on oblige les concepteurs de machines à s'adapter à nos adaptations. C'est pour cela qu'on parle de co-construction des outils numériques. Toutes nos pratiques sont imbriquées, les outils répondent à des besoins, qui créent des usages, qui créent de nouveaux besoins, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que tous les humains sont à égalité face aux machines, mais là, on retrouve des questions de société, d'éthique et de politique. On termine cet épisode avec la question traditionnelle des recommandations de mes invités, Yosra Gliss, Martine Atadecker et Maria Candéa. Je recommande donc les travaux de Laurent Salard, et particulièrement donc, son livre « Les mythologies du portable », paru en 2009, et tous ses travaux après, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur Snapchat et les autres applications mobiles. Et donc, je trouve que c'est surtout pour ce livre-là, il casse beaucoup de mythes, notamment que le téléphone mobile serait qu'on serait enfermé sur soi en train d'écrire dans son coin. En fait, elle montre que le téléphone portable peut devenir un outil d'empowerment pour notamment les femmes. C'est une chambre à soi pour les femmes qui sont à la maison, enfin pour les femmes notamment. Elle a travaillé, je crois, c'est des femmes en Afrique, pour qui le téléphone portable constituait un espace privé, un espace pour bavarder, pour un espace pour se retrouver avec des copines, un espace où elles se retrouvaient. Et donc, j'ai trouvé que c'était bien, avec tous les discours médiatiques alarmistes, au secours, le téléphone portable est en train de nuire à la sociabilité. En fait, il y avait une autre vision qui était beaucoup plus positive, en tout cas. Portable à soi. Oui, on peut savoir. Et moi, ça me parlait parce que moi, j'ai quand même souvenir, quand j'étais petite, le téléphone, on n'en avait qu'un dans la famille, et c'était le téléphone de la famille, et c'était de la bataille pour l'avoir pour soi et se cacher et de pouvoir... Et quand c'était moi, c'était le moment où c'était en contradiction avec Internet. Tu pouvais pas utiliser le téléphone s'il y avait Internet en même temps. Il y avait beaucoup d'engueulades aussi, genre je suis encore tombée sur le répondeur, vous êtes sur Internet. Alors, je recommande de faire un tour sur le site de l'ATALA, qui est l'Association pour le traitement automatique des langues, et qui publie une revue, la revue TAL, donc traitement automatique des langues. Et il y a des articles qui sont vraiment ardus, c'est vrai, mais parfois, ne serait-ce que lire les résumés, je trouve que c'est intéressant et qu'on voit un petit peu quelles sont les préoccupations dans la recherche
Donc, pour avoir une idée de comment la recherche utilise les technologies vocales et les moteurs de recherche dans les textes, parce que on peut faire de la recherche automatique dans les textes et dans les corpus oraux et voir un petit peu quelles sont les dernières. Il y a plusieurs numéros par an, par exemple, simplifier les textes médicaux. Donc, c'est des outils automatiques pour réécrire des textes pour les rendre accessibles. Il y a énormément de recherches en fait pour l'accessibilité, que ce soit par l'oral ou par l'écrit. De détecter la somnolence dans la voix, par exemple, des stratégies et des marqueurs automatiques. J'aime bien un article, le titre, je ne l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps, le titre d'un article de 2019 qui s'appelle « Chronique d'un échec, identification des métaphores dans les écrits des géographes ». C'est mystérieux, j'ai tout de suite envie de lire, je vais le lire, c'est sûr. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de faire un tour sur ce site. Donc, moi, je recommande le site de l'AFCP, donc l'Association francophone de la communication parlée, sur laquelle on peut trouver, par exemple, les actes des journées d'études sur la parole. Et c'est pas seulement sur le traitement automatique, mais aussi la phonétique, l'orthophonie, des applications médicales. Et on trouve aussi les thèses soutenues dans le domaine de la parole. Donc, si on veut trouver des informations sur la communication orale par la machine, on peut trouver pas mal d'informations. Sur la dynamique des recherches, parce qu'il y en a énormément, en fait. C'est un domaine qui est foisonnant. Voilà, c'est la fin de cet épisode et de cette saison de Parler comme jamais, animée par Laëlia Véron avec la participation très active de Maria Candéa. Merci à Binge Audio, producteur de ce podcast pendant 2 ans, d'avoir cru à ce projet, de l'avoir soutenu, lancé, enregistré, diffusé. Merci à la DGLF-LF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, et aux éditions Le Robert pour avoir soutenu ce podcast. Merci à toutes les personnes qui ont participé de quelque manière que ce soit, notamment David Carzon, Joël Ronez, Diane Jean, Camille Régache, Solène Moulin, Quentin Bresson, Cyrine Azouaoui, Toyzama Yafara. Merci à Thomas Rozek pour ses crossovers réguliers entre Parler comme jamais et Programme B. Merci spécialement à Adalitel El-Madani, aux manettes plusieurs fois pendant la saison 1 et pour tous les épisodes de la saison 2, pour la prise de son, l'enregistrement, le montage. Parler comme jamais n'aurait pas pu exister de cette manière sans lui, c'est vraiment aussi son podcast. Et surtout, un très grand merci à vous pour vos écoutes. Parler comme jamais n'aurait certainement pas existé sans vous, votre soutien, votre enthousiasme, vos retours. Pour nous, Maria et moi, même si on arrête le podcast après ces 2 saisons pour nous concentrer sur d'autres projets, ce n'est pas la fin de l'aventure. Parce que nous sommes en train de transformer les 2 saisons en livres avec des ajouts de toutes sortes. Ça s'appellera Parler comme jamais et ce sera publié en octobre 2021 aux éditions Le Robert. En attendant, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Nous cherchons repreneuses ou repreneurs pour une éventuelle saison 3 de Parler comme jamais, mais sinon on sait que plein de podcasts sur le langage ne vont pas tarder à émerger. On salue déjà le podcast Vox, qui se lance, podcast du label EFL, base empirique de la linguistique. Pour vous, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin. Quand on commence à prendre goût à parler comme jamais de la langue et des enjeux que la pratique de la langue pose à la recherche, on ne s'arrête plus jamais. Continuons à parler comme jamais et à chercher toujours de quoi on parle exactement dans les grands débats publics quand on parle de langue. Parce que derrière la langue, il y a souvent autre chose.